Donc, bonsoir à tous. Nous vous remercions pour votre présence au sein de notre école aujourd'hui, car dans le cadre de notre projet collectif étudiant intitulé Les insectes dans nos assiettes, nous avons choisi de discuter avec vous ce soir de la place de l'insecte dans notre alimentation et la nutrition animale, tout en souhaitant souligner leur importance et leur aspect innovant. Donc nous allons dans un premier temps faire un premier tour d'horizon sur les insectes dans la société, puis dans l'élevage, et enfin nous aborderons leur transformation. Nous prévoyons à la fin de ces différentes présentations un temps pour vos questions, puis nous clôturons la conférence par un débat dont vous serez acteurs avant d'aller déguster nos délicieux produits lors du buffet dînatoire. Ainsi, à l'aide d'Alizé, Maëva, Alessia, Cléo et Océane et moi-même Charlotte, nous allons commencer par vous introduire notre premier intervenant en distanciel, Sébastien Collin, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc, à travers cette vidéo, Sébastien Collin réalise un tour d'horizon général sur les insectes comestibles actuellement élevés en Europe et leur évolution au sein de notre société occidentale. Mais elle apportera également un regard général sur les différents types d'élevage d'insectes. Donc on a criquet, ténébrion et grillon, en présentant les conditions d'élevage, les avantages ainsi que leurs inconvénients. Donc le tout sera accompagné de quelques petites anecdotes sur la culture de ces insectes. Donc bon visionnage. Bonjour à tous, et merci d'être venus si nombreux à ma présentation. Donc je vais tout de même pouvoir vous parler en différé de l'élevage d'insectes comestibles, et spécifiquement des dispositifs d'élevage qui existent. Alors tout d'abord je vais me présenter, donc moi c'est Sébastien Collin, donc je suis ingénieur en agronomie de formation à AgroParisTech, j'ai suivi la spécialité élevage. Donc la raison pour laquelle j'ai suivi cette formation, c'était spécifiquement pour travailler dans le domaine de l'élevage d'insectes. Comestibles de préférence, mais des insectes pour l'alimentation animale, ça fait l'affaire aussi. J'ai co-réalisé une série documentaire sur le sujet des insectes comestibles. Donc en ce moment, je suis ingénieur en recherche et développement chez la Compagnie des insectes. On est basé à Poitiers. Et nous, on élève des larves de mouches soldats noirs. La mouche soldat noire, ce n'est pas à l'heure actuelle un insecte considéré pour l'alimentation humaine, donc c'est plus pour l'alimentation animale. C'est pourquoi je ne vous en parlerai pas lors de cette conférence. Alors, tout d'abord un petit historique de l'élevage d'insectes comestibles en Europe et à travers le monde. Faut bien comprendre que traditionnellement, l'insecte comestible, c'est une ressource qu'on récoltait dans la nature, au même titre que les champignons, le gibier, et leur élevage, finalement, donc je parle bien d'espèces comestibles, donc à destination spécifique de l'alimentation humaine, cette idée-là, de les élever plutôt que de les récupérer dans l'environnement, c'est une idée qui est relativement neuve. Si on compare ça à d'autres élevages, ça va faire moins de 50 ans en fait qu'on commence vraiment à le faire, et ça a commencé globalement en Thaïlande avec les élevages de grillons. Du côté de l'Europe, on élevait déjà des insectes à cette époque-là, des insectes qui allaient devenir les insectes comestibles, mais ces élevages d'insectes-là étaient surtout à destination du marché des nouveaux animaux de compagnie. Donc d'où l'illustration avec ce magnifique lézard coloré photographié au Zimbabwe. En tout cas, voilà, c'est dans l'idée, vu qu'on élevait déjà ce genre d'insectes, en Europe, les insectes qu'on va considérer pour la consommation humaine sont issus de ce genre d'élevage, en fait. Ce qui va faire qu'en fait, les trois principales espèces d'insectes qu'on va consommer en Europe, ça va être le criquet, le grillon et le ver de farine. Mais ce soir, je ne vais vous parler que du criquet et du grillon, et je laisserai mes confrères de chez Inverse vous parler de ce merveilleux insecte qu'est le ver de farine. Cependant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler d'un élevage un peu particulier que j'ai eu la chance de visiter au Zimbabwe, le premier élevage au monde de chenilles mopane. Alors la chenille mopane est un insecte très populaire dans le sud de l'Afrique, en fait tellement populaire que il y a une pression de collection assez importante, et la collecte de chenilles mopane en fait menace directement les chenilles mopane, mais aussi les arbres mopane sur lesquels ces chenilles grandissent. Donc, l'intérêt d'avoir un élevage d'insectes comestibles, les intérêts même, je dirais qu'ils sont multiples. Tout d'abord, évidemment, vous pouvez être certain d'avoir une forme de traçabilité sur les protéines que vous produisez, donc ça c'est toujours très important.
dans le monde, les élevages d'insectes qui existent, les quelques élevages d'insectes qui existent, sont généralement tenus par des agriculteurs, donc c'est une activité qui est principalement paysanne, plutôt lucrative pour les gens qui la pratiquent, donc ça permet d'avoir une source de revenus supplémentaire assez importante. En plus de ça, alors en Thaïlande, on a certains agriculteurs qui ont des vergers de mangue, et qui vont laisser des fourmis rouges se développer, des fourmis tisserandes, et ces fourmis tisserandes rendent des services écosystémiques à l'agriculteur en protégeant les fruits et les arbres de parasites. Maintenant, pour ce qui est de cet élevage spécifique qui est celui de la chenille mopane, eh bien ça permet d'en produire soi-même, donc de ne pas collecter les insectes dans l'environnement, ce qui est bien pour les insectes de l'environnement. Ça permet aussi, théoriquement si ils y arrivent, de produire des insectes hors saison. Et donc ça permet en fait de répartir la consommation d'insectes et notamment de pouvoir les avoir frais et pas juste conservés tout au long de l'année. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, bon, je dirais, le dernier gros avantage, c'est que ça permet de développer et de maintenir une tradition et une gastronomie entomocole, puisque on parle quand même d'un aliment. Et les aliments, bon, c'est pas juste des protéines, c'est pas juste des nutriments, c'est quand même aussi des plats. Donc on parle de manger, fondamentalement. Et je peux vous dire que les chenilles mopanes, ça fait des saucisses naturelles vraiment très bonnes. C'est facilement l'un des meilleurs insectes comestibles que j'ai eu la chance de manger. Maintenant que tout ceci est dit, entrons dans le vif du sujet. Commençons par le criquet. Alors, le criquet, donc, c'est un insecte hémimétabole, donc ça veut dire que lors de son éclosion, il ressemble physiologiquement à l'adulte, pour simplifier. Il a un cycle de vie relativement court, d'un peu plus d'un mois. Donc ça, c'est un insecte qui est herbivore. C'est l'un des insectes avec le FCR le plus bas. Donc FCR, point technique, donc ça veut dire Food Conversion Ratio. Donc essentiellement, c'est la quantité de nourriture qu'il faut lui donner pour produire 1 kg de criquet. Donc là, il faut lui donner 1,2 kg de nourriture pour produire 1 kg de criquet. C'est un rendement qui est exceptionnel. À vrai dire, tous les animaux confondus, il y a très peu d'animaux qui atteignent ce rendement. Donc culinairement, on peut les manger frits, on peut les sécher au four. Généralement, c'est servi en amuse-gueule, en fait. C'est un espèce d'encas. C'est aussi un insecte qui est extrêmement mobile et qui est extrêmement sensible à la température. Alors comment est-ce qu'on va élever ça ? Concrètement, dans des grosses boîtes d'élevage. Dans une boîte d'élevage, vous allez avoir les supports sur lesquels ils peuvent grimper et se cacher un petit peu. Vous allez avoir les pondoirs dans le cas des adultes, donc ça va être des espèces de petites barquettes avec du terreau dans lequel les femelles vont pouvoir venir pondre leurs œufs. Globalement, vous allez avoir les criquets qui seront séparés par stade dans chacune de ces boîtes. Il faut bien penser à fermer la boîte lorsque les criquets deviennent assez gros, parce qu'ils ont tendance à s'échapper quand même. Enfin, notamment les adultes sont capables non seulement de sauter très loin, mais aussi de voler. Donc faut se méfier là-dessus. Et donc là, globalement, ce que vous allez devoir faire avec vos boîtes, c'est bien les chauffer, aux alentours de 30 degrés. Il faudra régulièrement changer l'herbe qui leur sert d'aliment, récupérer chaque semaine les pondoirs, et effectuer la récolte de vos criquets. Faut bien se rendre compte que le criquet, c'est pas l'insecte le plus simple à élever, dans le sens où ça reste quelque chose qui est assez peu automatisable à l'heure actuelle. C'est un élevage qui est extrêmement manuel, puisque les criquets, ils sautent vraiment partout, quoi. Ils sont vraiment très excités. Le grillon. Alors, le grillon, là aussi, c'est un insecte qui a un cycle de vie hémimétabole, donc comme le criquet. Lui, il a un cycle de vie légèrement plus élevé que le criquet aussi. Son alimentation est relativement similaire à celle du criquet, aussi du son de blé, de l'aliment aussi pour tout ce qui va être poulet, porc, ce genre de choses. Typiquement, on a rendu visite à une ferme de grillons au Cambodge, et le fermier nous expliquait qu'en fait, il lui donnait à manger, certes, de l'aliment pour poulet, mais aussi il récupérait à peu près toutes les feuilles, tous les végétaux qu'il pouvait y avoir autour de sa ferme. Donc en termes de d'efficience de conversion, donc son FCR, on est à 1,7. Juste histoire de vous donner un ordre d'idée, je suis persuadé que mes confrères vous en parleront lors des autres conférences.
Mais par exemple, pour produire 1 kg de porc, il faut à peu près 5 kg de nourriture. Et pour produire 1 kg de bœuf, il faut 10 à 40 kg de nourriture en fonction du système de production et de comment on calcule. Donc finalement, 1,7 kg de nourriture pour produire 1 kg de grillons, c'est un rendement plutôt excellent. Bon. En termes d'usage culinaire, alors là aussi, donc c'est à peu près pareil que le criquet. On peut s'en servir, voilà, un peu comme un amuse-gueule, hein, ça passe très bien à l'apéro. Et ça, c'est pas une blague, hein, je veux dire, partout autour du monde, le criquet et le grillon se retrouvent beaucoup lors de l'apéritif, en fait. Autour d'une bonne bière, ça passe super bien. Alors, la caractéristique aussi du grillon, ce qu'on va trouver notamment en Europe, ça va être des aliments qui vont contenir une poudre de protéines issue des grillons. Donc ça va permettre notamment aux gens qui voudraient ajouter de l'insecte dans leur alimentation, mais qui ne voudraient pas voir l'insecte dans leur alimentation, de pouvoir en manger quand même. Voilà. Donc quelques remarques par rapport à cet insecte-là. C'est pas exactement un insecte grégaire, il a plutôt tendance à même être solitaire dans la nature, mais c'est un insecte qui supporte quand même relativement bien les fortes densités. Il vit dans les terriers. Et donc c'est pour ça que dans les enclos dans lesquels on va élever les grillons, il va nous falloir, comme vous voyez sur la photo, là, des boîtes à œufs, ce qui va simuler un petit peu le terrier dans lequel ils vont s'enfouir. Alors, ils supportent bien les hautes densités, mais il faut bien penser à bien les nourrir, parce qu'ils ont tendance à devenir cannibales lorsqu'ils sont élevés en trop forte densité. Comment on les élève? Alors, de leur naissance jusqu'à leur taille adulte, globalement, ils peuvent passer leur vie dans le même bac pour l'intégralité du cycle. Donc ça c'est relativement pratique, hein. Nous ce qu'on a vu généralement c'était des gens qui mettaient des bébés grillons dans des grands bacs et qui ensuite les alimentaient jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer l'intégralité du contenu du bac en termes de grillons. Donc ça permet de ne pas avoir à aller changer de boîte au fur et à mesure de leur croissance, c'est relativement pratique. Donc en termes de conditions d'élevage, c'est des conditions plutôt tropicales, hein, on est entre 25 et 30 degrés. Changer l'eau régulièrement, les alimenter 2 à 3 fois par semaine. Récupérer les pondoirs régulièrement aussi, donc ça c'est relativement important parce que si vous avez des grillons adultes et que vous récupérez pas les pondoirs assez souvent, en fait les bébés grillons ils vont éclore et ils vont se faire manger, d'où l'importance quand même de séparer les stades. Là aussi c'est un travail qui est quand même pas mal manuel, les grillons sont moins excités que les criquets, mais à ma connaissance c'est pas un élevage qui a été facilement automatisé. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose qu'on réfléchisse un petit peu aux règles générales qui vont régir un système de production d'insectes. Tout d'abord, comment est-ce qu'on choisit un insecte à élever? Donc il faut aussi considérer d'autres aspects. Votre insecte, il faut qu'il supporte bien les hautes densités, puisque bon, ça sert à rien de mettre un criquet par terrarium, là vous allez consommer beaucoup de surface, ça va consommer beaucoup de travail, vous n'allez pas être rentable en fait, ça va pas être très intéressant. Donc, si vous avez des insectes qui dans la nature vivent déjà en forte densité, finalement dans votre élevage où vous les élèverez en forte densité, vous allez leur permettre d'exprimer un comportement naturel, et ça c'est un critère dans le bien-être animal en fait, donc ça va être intéressant. Bon, faut réfléchir à leur alimentation aussi, il faut que ce soit un aliment facile à sourcer, donc le son de blé c'est pas mal, enfin je veux dire, vous pouvez mettre votre usine d'insectes à côté de grandes productions de blé par exemple. Idéalement vous pouvez aussi essayer de viser des coproduits, donc des épluchures, des carottes qui n'ont pas été sélectionnées pour l'alimentation humaine, ce genre de choses. Idéalement, il faut que votre insecte aussi ne nécessite pas trop de travail manuel, et encore mieux qu'il puisse être automatisable. C'est pas mal aussi que vous ayez un insecte qui a un cycle de vie assez rapide et qui soit très prolifique. Dernière chose, ça peut arriver. Imaginez que vous ayez votre ferme d'insectes et que, je sais pas, il y a un incendie et il y a une fuite de vos insectes dans l'environnement. Ce serait un problème, et bon, ça n'est jamais arrivé à ma connaissance. Et là, du coup, ce qu'il faudrait, idéalement, en fait, c'est que cette fuite ne pose pas de soucis environnementaux, c'est-à-dire que vous n'allez pas introduire de nouveaux insectes dans l'environnement. Donc idéalement, il faudrait que vous éleviez des insectes qui soient déjà présents dans l'environnement, en fait. C'est généralement comme ça qu'on raisonne, c'est-à-dire que si vous avez effectivement plein de criquets qui vont s'échapper, si les criquets sont déjà présents dans l'environnement, ils vont pas remplacer une espèce déjà existante. Il va juste y avoir un surplus de criquets qui va rapidement être absorbé par la faune locale. Bon, les oiseaux aux alentours vont être absolument ravis, mais au moins vous n'aurez pas introduit une nouvelle espèce dans l'environnement.
donc il va falloir chauffer les enclos. Maintenant attention, lorsque vous avez des insectes à haute densité, faut considérer que bien que ce soit des animaux à sang froid, ils vont émettre une petite quantité de chaleur. Donc ça va moins être une question de chauffer les enclos, et peut-être plus aussi une question de bien isoler votre élevage, en fait, histoire de ne pas perdre la chaleur qui est émise par ces insectes-là. De façon assez surprenante, toute chose considérée, un élevage d'insectes ne consomme pas tant d'énergie que ça, pour peu qu'il soit bien isolé. Donc je vous parlais de créer des lots d'animaux. Donc ça c'est quelque chose qui est relativement important aussi. L'idée c'est de faire des lots d'animaux qui soient synchronisés. Donc l'idée, ça va vous permettre de créer des lots homogènes, c'est-à-dire que dans votre lot, vous allez avoir des insectes qui vont tous avoir peu ou prou le même âge, la même taille. Donc ça, pour la régularité de la production, c'est important. C'est aussi important pour que les insectes se mangent pas les uns les autres. En fait, généralement, ce qui se fait, c'est que la synchronisation peut se faire dès l'éclosion. C'est-à-dire que les insectes qui naissent un jour J, vous pouvez les récolter, les mettre dans un enclos tous ensemble, et là, comme ça, vous êtes sûr qu'ils ont tous le même âge. Ça se fait bien avec les criquets et les grillons. Pour les vers de farine, c'est plus compliqué, dans le sens où, en fait, on a du mal à discerner les œufs que les coléoptères adultes vont pondre dans le son de blé. En tout cas, Inverse, qui sont présents ce soir, devraient pouvoir mieux vous en parler. Le dernier avantage en fait de créer des lots bien synchronisés, c'est que ça vous oblige finalement à lancer des lots un peu chaque jour ou chaque semaine, des lots en décalé. Donc ça veut dire que finalement des lots vous allez en lancer régulièrement et votre production sera étalée au cours du temps. Ça vous permet d'éviter les gros pics de production en fait. Donc ça c'est plutôt intéressant. La réglementation générale sur les animaux d'élevage, notamment sur l'hygiène, le bien-être, etc. va s'appliquer. Donc il faut que votre élevage reste propre, il faut que vous respectiez le bien-être de vos insectes. Donc ça va passer par bien les alimenter, faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, faire en sorte qu'ils puissent exprimer leur comportement naturel, ce genre de choses. Il va falloir que vous soyez attentif à la réglementation sur l'alimentation. Donc ces réglementations-là vont suivre en fait les réglementations de l'alimentation animale. Et enfin, il faut penser à faire un abattage qui soit rapide et sans douleur. Donc ça, c'est aussi un critère de bien-être. Voilà, donc je vais clôturer ici ma conférence. Donc merci pour votre attention. Je ne peux pas répondre à vos questions à l'heure actuelle. Donc, si vous avez des questions, je vous encourage à m'écrire à mon adresse mail sebastien.colin@outlook.com. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne conférence. Donc, suite à cette présentation générale sur les insectes, nous allons maintenant faire un zoom sur l'élevage de ténébrions, notamment grâce à notre intervenant d'Inverse, comme il a été évoqué. Nous allons aborder la gestion de l'alimentation, la sélection des insectes d'intérêt, la reproduction et également l'environnement nécessaire à l'élevage pour qu'il se passe dans de bonnes conditions. De plus, notre intervenant évoquera l'existence de partenariats avec les agriculteurs que l'entomologie a pu offrir. Un tour d'horizon sur ces produits proposés par l'entreprise. Nous accueillons donc Ludovic Tournier, cofondateur et responsable recherche et développement de Inverse. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc, je me présente, Ludovic Tournier, je suis ingénieur agronome et donc responsable d'exploitation R&D et cofondateur de la société Inverse. Je vais vous présenter un petit peu notre modèle de production, notre modèle d'élevage et également comment se présente l'élevage de ténébrions avec notre modèle agricole ainsi que nos productions. Alors d'abord le commencement de comment on a créé la société. Donc c'est suite à la lecture d'un article dans Le Monde qui parlait justement de la surpêche et de la surconsommation de poissons marins pour la production de farine de poisson, donc de la pêche minotière. Aujourd'hui, cette pêche, elle représente environ 20% de tous les volumes de poissons qui sont pêchés au niveau mondial, et elle est faite pour nourrir des poissons d'élevage, des poissons et utilisée dans les filières d'élevage. Deuxième point, aujourd'hui, on demande de plus en plus de critères de durabilité dans les filières d'élevage.
notamment les démarches soja zéro déforestation, des filières qualité qui deviennent de plus en plus contraignantes et qui demandent un sourcing aussi des matières premières relativement locales. On entend parler aussi beaucoup d'autonomie protéique au niveau européen et au niveau français. Donc il faut trouver des solutions pour ça. Également, beaucoup de personnes aujourd'hui sont végétariens, on a moins de production animale, donc et pourtant on a toujours les mêmes besoins dans l'alimentation animale pour trouver des sources de protéines. Enfin, dernier point, le bien-être des élevages, donc comme il a été évoqué tout à l'heure, aujourd'hui toutes les thématiques de bien-être ont été mis à jour et on cherche des solutions justement pour améliorer le bien-être des animaux d'élevage. Et enfin, il y a moins de production animale, mais la demande en aquaculture et en poisson d'élevage est croissante d'environ 10% par an. Et ces animaux ont besoin de protéines pour grandir et pour se nourrir. Donc voilà, de ces besoins, il y a une solution qui existe, qui est donc l'entomoculture, qui est une alternative crédible et durable pour l'alimentation animale. Pourquoi ? Alors, comme l'a expliqué Sébastien Collin, c'est parce qu'on a une production qui a d'excellents taux de conversion. Aujourd'hui, criquet, grillon, on est à 1,5, 1,7. Le ver de farine, on est autour de 2. Il y a un certain nombre d'insectes qui sont adaptés à tout type de matière organique. La mouche soldat noire peut être sur du déchet organique. Le ver de farine, ici, on est sur des coproduits agricoles. C'est des protéines animales d'excellente qualité, donc qui peuvent substituer à la farine de poisson, aux farines de soja. C'est durable puisqu'on ne prélève pas ces protéines dans le milieu naturel, mais on va les élever, on va les produire. Et on peut les produire en continu. Avec la construction de bâtiments, il n'y a pas de saisonnalité et on peut les produire donc toute l'année. Et enfin, l'utilisation de ces insectes est naturelle puisque les animaux qui les consomment dans le milieu naturel les trouvent également. Donc face à cette montée en puissance de l'entomoculture au niveau européen, la réglementation a bougé au 1er juillet 2017 avec la possibilité de valoriser les protéines d'insectes dans la pet food, donc les aliments pour chiens et chats, et également la pisciculture. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la réglementation est arrivée au 1er mai 2021 avec l'autorisation du ver de farine en alimentation humaine, et enfin au premier trimestre 2022, on a pu utiliser les protéines d'insectes dans l'aviculture et également en élevage porcin. Voilà, donc, face à ces besoins, Inverse a réfléchi à un modèle de production d'insectes donc à l'échelle locale et régionale, en partenariat avec des agriculteurs qui vont produire pour nous les insectes. Donc, selon un modèle donc circulaire, Inverse se trouve en amont et en aval de la filière, avec en amont donc en proposant aux agriculteurs qui souhaitent se diversifier un partenariat, donc d'avoir un cahier des charges rédigé, le suivi technique de la filière et également de lui apporter les doses de micro-larves de juvéniles pour que l'agriculteur puisse les engraisser, et en aval de la filière en lui faisant un contrat de production et en achetant sa production pour la valoriser après dans les filières locales et régionales d'élevage. Donc, que ce soit dans l'aviculture ou dans la pisciculture, aujourd'hui, enfin ici en Auvergne-Rhône-Alpes, on a donc des belles filières de valorisation comme le label rouge en volaille ou les piscicultures régionales. Voilà donc concrètement comment ça se passe. Donc on a voulu créer un modèle coopératif de production. Donc Inverse a investi dans un couvoir qui est basé dans la plaine de la Limagne sur la commune de... Si on voit le pointeur. Non. Sur la commune de Saint-Ignat, qui va permettre de produire les œufs pour 25 à 30 unités de production. Donc Inverse à toutes ces phases-là de l'élevage, toutes les phases amont, avec la sélection génétique des meilleures souches de Ténébrion molitor, la production des adultes, la reproduction et la production d'œufs. Et va jusqu'à l'éclosion des œufs dans son bâtiment. Une fois que ces œufs ont éclos, les micro-larves vont partir, donc les juvéniles vont partir dans les ateliers d'engraissement, donc chez les agriculteurs, qui eux vont réaliser uniquement cette phase-là. Donc c'est des bâtiments qui font 900 mètres carrés et dans lequel l'agriculteur a investi dans son matériel de production. Voilà, sur l'élevage, donc c'est un élevage qui est adapté au modèle agricole parce que c'est des élevages qui sont de petite taille
et qui vont se servir des coproduits qui sont disponibles sur la région. Notamment ici, on est sur du son de blé, avec un apport de coproduits humides qui peut être possible. On utilise aussi beaucoup les drèches de brasserie, ça peut être les déchets de maraîchage. Donc il y a plusieurs solutions, mais ce sont toutes des solutions où le sourcing est régional. Les conditions d'élevage, donc on est à 26 degrés et 60% d'hygrométrie. Et comme l'a dit Sébastien Collin, le ver de farine produit assez de chaleur pour maintenir ces conditions dans le bâtiment. Donc ce n'est pas un bâtiment qu'on a besoin de chauffer, ce qui est plutôt bien au niveau énergétique. Il est juste isolé pour maintenir ces conditions-là. Un bâtiment type investi par nos agriculteurs produit 20 tonnes de verre de farine par mois. À ces 20 tonnes de production s'ajoutent des sous-produits d'élevage et ce qu'on appelle le FRAS, donc c'est les déjections d'insectes, qui, une fois hygiénisées, peuvent être utilisées par l'agriculteur sur ces parcelles en termes comme un engrais organique, et donc qui substitue aussi aux engrais chimiques utilisés actuellement. Un autre sous-produit, c'est l'utilisation de la chitine. Donc les insectes, une fois leur cycle abouti et une fois morts, on peut réutiliser la chitine, notamment dans des bioplastiques. On travaille actuellement sur ces sujets-là. Voilà, au total, le cycle de l'œuf jusqu'à la larve à maturité dure 8 semaines, 4 semaines chez l'agriculteur et 4 semaines chez nous. Et après, nous, on a toutes les phases amont, donc de sélection, de production des adultes, assurer le renouvellement des adultes. Et les adultes sont tamisés toutes les semaines pour récupérer les œufs. Donc, je vais vous montrer un petit reportage de la filière que TF1 avait fait pour nous. Ce reportage présente 2 des agriculteurs qui travaillent actuellement avec nous et qui ont décidé d'investir dans un atelier de production d'insectes, donc de 900 mètres carrés, qui leur permet d'avoir un revenu complémentaire et notamment pour Rémi Petoton de s'installer sur son exploitation. Voilà, donc une fois que les larves sont récoltées chez l'agriculteur, nous on a un contrat de production avec eux et on leur achète l'intégralité de la production. Et en fonction des filières de valorisation en aval, on va assurer un traitement thermique de la récolte. Donc les larves peuvent être utilisées soit en vivant, frais ou congelés, séchés. Donc nous on utilise un process de micro-ondes qui permet d'enlever l'humidité du verre et de pouvoir le conserver aussi sous cette forme et de concentrer également la protéine dans l'aliment. Et après on peut aussi le triturer, donc faire de la PAT et de l'huile d'insecte, donc le séparer en 2 phases. Et ça va être en fonction un petit peu des filières de valorisation. Donc nous, on a toute une gamme pour les animaux de compagnie, donc croquettes, chiens et chats. On fait des granulés pour les poissons d'ornement et également les vers séchés directement pour les volailles. Et évidemment, et ça vous le verrez tout à l'heure avec mes confrères, on va pouvoir les utiliser en frais aussi pour l'alimentation humaine. Donc le ver de farine, il est intéressant, comme je vous dis, majoritairement pour sa source de protéines. C'est des protéines animales, donc avec un profil d'acides aminés très intéressant, qui est bien supérieur au soja et qui va pouvoir être utilisé en alimentation animale aussi avec des taux plus faibles d'incorporation. Donc voilà, 68% de protéines, 18% de lipides, une excellente digestibilité, ça c'est ce qui est important, avec un profil d'acide aminé complet et un profil d'acide gras intéressant aussi, avec plus de 70% d'acides gras insaturés, c'est-à-dire des oméga 6 et des oméga 3, donc un peu meilleurs que les acides gras saturés. Voilà pour ma part, je vous ai présenté un peu donc, notre modèle et le ver de farine qu'on produisait. Donc, je vous remercie pour votre attention et je laisse la place au Florent. Merci Ludovic pour cette présentation. On est très fiers d'avoir pu vous présenter un système d'élevage comme ici celui des insectes, parce que pour nous, futurs ingénieurs agronomes, on trouve en tout cas que ce système d'élevage s'inscrit dans une réelle réflexion d'économie circulaire et de produire plus avec moins de produits et en faisant ressortir des coproduits très intéressants.
Et maintenant qu'on a fait un petit peu ce tour sur l'utilisation des insectes pour l'alimentation animale, on aimerait donc faire un focus sur l'utilisation des insectes pour notre alimentation à nous. Et il s'est trouvé qu'on avait la chance d'avoir donc 2 élèves ingénieurs agronomes en 3e année qui travaillent justement sur l'innovation de produits à base d'insectes. Donc je vais pouvoir laisser la parole à Florent Carreau et Florent Marville. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous, du coup, avec Florent, on va désormais vous parler de l'intérêt d'utiliser les insectes dans l'alimentation humaine. On a repris la phrase des insectes dans nos assiettes, maintenant on va y venir, maintenant qu'on a compris comment fonctionnait l'élevage. Au cours de notre présentation, on va aborder plusieurs thématiques. Dans un premier temps, on va faire un petit point sur l'état actuel des insectes dans notre alimentation. Nous allons étudier en quoi ces insectes représentent une opportunité environnementale mais également nutritionnelle. On verra comment les utiliser, comment les transformer, mais également les limites du développement de ce secteur, puisqu'il y en a. Et pour finir, on vous parlera un petit peu de notre projet et d'où nous en sommes aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes les deux Florent, nous sommes cofondateurs du projet Horizon SSE. Pour ma part, je m'appelle Florent Carreau, j'ai 22 ans, je suis technicien supérieur de l'environnement de formation et aujourd'hui en 3e année avec AgroSub spécialisé en sciences agroalimentaires et innovation. Et en ce qui me concerne, donc Florent Marville, 23 ans, j'ai redoublé ma prépa. Je n'ai actuellement pas de diplôme que mon bac, mais je suis en 3e année également en Sainov. Alors l'insecte, un sujet récent et orienté vers le futur. Effectivement, l'insecte se travaille aussi bien donc, à l'échelle de la France qu'à l'échelle de l'Europe, puisque nous sommes de manière générale soumis à la même réglementation en ce qui concerne l'alimentation. Alimentation régie donc, par la Commission européenne, que j'ai abrégé ici CE dans la slide. La question a commencé à se poser réellement à l'échelle européenne avec un grand rapport sorti donc, par la FAO sur les insectes comestibles à travers le monde, donc sorti en 2003, qui a eu l'air d'avoir fait émerger pas mal d'idées. De là, on est sorti la création de Protix en 2009 aux Pays-Bas, entreprise qui a son importance travaillant dans l'alimentation animale, puisqu'elle est à l'origine de la création de l'IPIF, donc l'International Platform of Insects for Feed and Food, qui aide globalement à régir un peu, qui aide aussi bien l'EFSA que la Commission européenne à régir un peu tout cet aspect législatif. Ensuite est née en 2011 la première entreprise à travailler sur l'alimentation humaine à base d'insectes, Micronutris, qui a donné par la suite Agronutris en 2018. Agronutris étant la première entreprise à avoir fait une demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'alimentation humaine, donc à la Commission européenne. Et de cette demande, donc également en 2018, ont commencé à sortir les premières opinions de l'EFSA en 2021, suivies assez rapidement par les autorisations de mise sur le marché par la Commission européenne. Donc depuis 2021, donc aujourd'hui en 2023, au total, 6 opinions sont sorties par l'EFSA qui ont chacune donné lieu à 6 autorisations par la Commission européenne. Ensuite, comment est-ce que l'insecte s'inscrit-il pour un monde meilleur dans le futur? Alors ça, c'est la partie la moins fun de la présentation, puisque bien évidemment, il faut en venir aux faits. Le fait est que je m'appuierai ici uniquement sur une seule donnée et 3 grands auteurs. Une donnée, donc 1,5% de la population mondiale en sous-alimentation, plus 1,5% de la population mondiale en sous-alimentation entre 2019 et 2020. Donc tout ça, c'est évidemment sans prendre en compte l'impact de la crise Covid, de la guerre Ukraine-Russie, ou encore les difficultés de récolte rencontrées suite au dérèglement climatique, sachant que plus 1,5% était déjà donc supérieur au taux d'accroissement de la population sur cette même période, qui lui était de plus 1,1%. Donc ça ne va pas dans le bon sens. Et en ça, ces 3 auteurs ici m'ont semblé pertinents à vous présenter, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, notamment dans le sens où ils sont tous ingénieurs, donc ce qui fait un point commun avec la quasi-totalité des personnes présentes ici entre vous. Donc autant dire que nous sommes tous acteurs du monde de demain. Et du fait qu'ils aient un pouvoir assez intéressant suite à une capacité à transmettre des idées globalement assez objectives. Pablo Servigné, notamment sur la collapsologie et la résilience des sociétés. Alors lui, pareil, encore pas tout à fait fun, hein, il parle essentiellement des 3 grandes façons de mourir en masse, qui sont la famine, la guerre et les maladies, et qui sont 3 facteurs globalement liés.
Ensuite, Philippe Biwix ou Jean-Marc Jancovici, que je suppose vous connaissez également, travaillent essentiellement sur l'aspect un peu low-tech et le fait que, contrairement à ce que tout le monde peut penser, non, la technologie ne nous sauvera pas forcément du monde de demain. Et en ça, l'insecte est intéressant puisque, d'une part, il permet de nous nourrir et donc de répondre aux 3 grands problèmes de mortalité de masse. Et en même temps, comme nous l'a actuellement présenté tout à l'heure Ludovic Tournier, ce sont des élevages qui ne nécessitent pas tant de technologie. Donc au final, ils s'inscrivent parfaitement dans le monde de demain tel que nous pouvons l'imaginer. Maintenant, nous allons revenir sur l'intérêt environnemental que représentent les insectes. Ça a déjà été évoqué lors de la présentation de nos confrères. Néanmoins, je voulais revenir sur certains points. Il est important d'avoir conscience que l'élevage d'insectes est plus économe en ressources que l'élevage traditionnel. On peut penser à l'élevage bovin, à l'élevage porcin, notamment pour 3 critères principaux. Ils sont beaucoup moins demandeurs en eau. Les vers de farine et plus globalement les insectes dans leur généralité, globalité, satisfont leurs besoins en eau à partir de leur alimentation ou de leur substrat, ce qui fait de cette source de protéines une source particulièrement résiliente face à la sécheresse. Dans le contexte actuel, c'est quelque chose de particulièrement intéressant à développer. Ils sont également moins demandeurs en surface, comme l'a évoqué tout à l'heure Inverse. Selon le FCR, ils ont besoin de 2 à 10 fois moins de terres agricoles pour produire 1 kg de protéines. Et ils produisent également beaucoup moins de gaz à effet de serre. J'ai pris un exemple un peu marquant, les vers de farine peuvent produire jusqu'à 10 voire 100 fois moins dans des cas extrêmes de gaz à effet de serre que pour la production d'1 kg de porc par exemple. Je voulais vous proposer ce document qui a été développé par la FAO, qui est vraiment l'un des points de départ de nos travaux avec Florent et qui permet un peu d'illustrer tout ce qu'on vient évoquer depuis tout à l'heure. On peut voir la comparaison entre 1 kg de production de viande bovine, de viande porcine, de volaille et d'insectes. Il ne s'agit pas de criquet, le schéma est un criquet, mais c'est bien des vers de farine. Et vous pouvez voir donc vraiment les économies qui sont faites en termes de consommation en eau et d'espace au sol nécessaire. J'avais décidé de présenter juste les écarts entre le bovin et l'insecte. On peut voir qu'il a donc 11,2 fois moins de besoins en surface, environ 6 fois moins de production de gaz à effet de serre, 5 fois moins de besoins en eau et une performance une fois plus performante dans la conversion alimentaire pour produire 1 kg de matière animale. Alors si maintenant nous rentrons un peu plus dans le vif du sujet concernant l'alimentation humaine, le profil nutritionnel de ces insectes, puisque c'est quand même un élément clé dans ce type d'élevage. Donc Ludovic a commencé à aborder assez sérieusement la chose via son profil protéique, etc., donc particulièrement intéressant. Et j'ai donc cherché à essayer de l'aborder de manière un peu plus générale. Donc notamment sur le fait qu'il est vrai, les insectes tels qu'autorisés aujourd'hui en France ont un profil nutritionnel varié. Le fait est qu'ils sont tous différents et que typiquement si vous cherchez à comparer un mouton et un cochon, vous avez beau tondre votre mouton et le regarder de loin avec des yeux de myope, ça ressemble à la même chose mais ça n'aura pas le même effet sur votre organisme. Donc ici, ces insectes étant forcément différents, ont des compositions également différentes. Ça va, c'est assez gros. Que ce soit les protéines ou les lipides, globalement tout change. Ce qui se tient globalement, c'est la digestibilité de ces protéines qui est particulièrement élevée, quel que soit le type d'insecte étudié. Donc un atout non négligeable. Ensuite, outre l'insecte utilisé, ce profil nutritionnel varie également selon la forme utilisée et la méthode de transformation employée pour obtenir cet insecte à destination de l'alimentation humaine. Effectivement, la plupart des différences pour un même insecte, tel qu'il peut être présent sur le marché, concernera son mode de transformation et notamment la quantité d'eau qu'il contiendra finalement. Soit il sera conservé globalement entier et juste congelé, soit il sera déshydraté puis mis en poudre, auquel cas il semble évident que plus nous retirons d'eau d'un produit, plus nous venons concentrer aussi bien ses protéines que ses acides gras, et donc les taux augmentent. Enfin, c'est pour autant un animal avec un profil nutritionnel complet, et j'ai cherché ici à le comparer à la viande de porc. Donc les protéines ayant déjà été bien faites, je suis resté encore une fois assez général.
Pourquoi le porc? Simplement parce que c'est aujourd'hui la viande la plus consommée en France. C'est également la viande avec l'impact environnemental le plus négatif. Et en même temps, c'est une viande blanche, donc globalement une viande plus appréciée en France, avec des teneurs protéiques supérieures théoriquement à de la viande rouge et une teneur lipidique un peu moindre. Or là, ici, avec l'insecte, nous pouvons constater que les protéines sont bien supérieures, pour nos environs de 58 grammes de protéines pour 100 grammes, contre 29 ici pour le cochon. Les lipides sont également plus nombreux chez les insectes que chez les cochons. Et vous me direz, effectivement, il manque quand même le ratio acide gras saturé insaturé. Ludovic a commencé à en discuter tout à l'heure. Et effectivement, ici, dans le verre de farine, nous sommes environ 24% d'acide gras saturé sur le total des lipides, ce qui représente ici à peu près 6,5 grammes, 7 grammes. Alors, le verre de farine a un ratio particulièrement bas, là où les autres insectes tournent, eux, environ à 30-35%, soit à peu près comme le porc ici, où ce ratio nous donne environ normalement 36%. Et donc tout ça c'est intéressant, chouette, mais qu'est-ce que nous pouvons finalement en faire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui surtout nous avons le droit d'en faire en France et en Europe? Alors pour ça il est important de revenir sur le principe que l'insecte est aujourd'hui un novel food. Donc étant considéré en novel food, génial, c'est un super terme, mais qu'est-ce que ça veut dire en soi? Alors un novel food, c'est défini par le Parlement européen et le Conseil comme toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l'Union européenne avant le 15 mai 1997. Pourquoi le 15 mai? Aucune idée, mais il faut une date. Donc le 15 mai. Et en réalité, en regardant un petit peu dans ce texte, cette définition se décline en 10 points différents qui concernent aussi bien les structures moléculaires nouvelles ou délibérément modifiées, les micro-organismes, les champignons, les algues, les matériaux d'origine minérale, végétale, etc., etc. Donc en gros, ça concerne tout. Et aujourd'hui, en France comme en Europe, ne sont autorisés uniquement donc, ces 4 insectes, le Ténébrion molitor, donc ver de farine, le criquet, le grillon et le petit ténébrion. Si je ne me trompe pas, cousin du Ténébrion molitor, mais un peu éloigné, un peu plus petit, mais tout aussi intéressant. Et outre l'autorisation portant sur les insectes, cette réglementation porte également sur les formats autorisés. Globalement, il s'agit essentiellement de formats congelés, séchés ou en poudre, avec certaines applications un peu plus ou moins spécifiques selon les types d'insectes. Les grillons ont une autorisation pour des poudres partiellement dégraissées, et les petits ténébrions récemment autorisés sont également autorisés en lyophilisé ou en pâte. Alors comment les utiliser? J'ai souhaité commencer par revenir sur l'abattage, puisqu'effectivement, comme l'a très bien dit tout à l'heure Sébastien Collin, c'est quand même le critère prépondérant après l'élevage concernant le bien-être animal. Et pour ça, l'abattage me semble globalement assez bien fait et assez bien géré dans le monde des insectes, au sens où les principales formes d'abattage autorisées en ce qui concerne l'alimentation humaine sont la congélation et le stockage à moins 18 degrés, donc qui entraîne une mort assez douce de l'animal, sauf pour les vers où il est autorisé de simplement les rincer, puis les immerger dans l'eau bouillante, auquel cas, en soi, au vu de leur surface de contact avec l'extérieur par rapport à la taille de l'organisme, il est considéré que la mort est suffisamment rapide. Quelque chose d'assez petit avec une faible surface, avec une forte surface d'échange. Ces êtres vivants, par exemple, ne disposent pas de système respiratoire comme nous, ni quoi. Tout se fait directement par la surface de contact. Donc en soi, la mort se fait de manière très rapide. La transformation des insectes est également particulièrement réglementée. Donc ici, je vais arrêter de rentrer dans trop de détails pour trop vous lasser. Mais à l'occasion, nous pourrons revenir sur ce point-là. Ce qui est intéressant dans l'aspect de la transformation, c'est que la transformation doit être faite de manière générale de façon à assurer la sécurité du consommateur. Et c'est cette réglementation qui fait donc que le criquet migrateur, dans la façon de le transformer, s'il est gardé en insecte entier, pour du snacking par exemple, les pattes et les ailes doivent lui être retirées, de façon à limiter les risques de blessures dans l'organisme du consommateur, puisque les pattes contiennent de petits crochets, notamment au niveau des tibias.
Si nous les retirons, il n'y a plus de problème. Alors, en ce qui concerne ce qui existe déjà sur le marché, alors nous n'y sommes pas encore. Peut-être que ça ne saurait tarder. Mais pour le moment, vous pourrez trouver notamment Jiminy's qui commercialise des petits insectes pour l'apéritif avec différents goûts. De même que des petits insectes et des petits biscuits aussi par Micronutrice. Cricket en Belgique fait également des bars. Et pour les camarades qui étaient avec nous en Autriche, nous n'avons pas fait attention, mais dans la surface Billa, il y a également déjà des steaks à base d'insectes. Donc il faudra retourner en voyage d'études. Et oui. Et enfin, concernant la transformation, j'aimerais juste attirer votre attention sur un petit point qui fait que Florent reviendra dessus par la suite, sur la nécessité de transformer les insectes aujourd'hui. Moi, j'aimerais au contraire vous amener à réfléchir un petit peu sur l'attention apportée aux fléaux modernes, qui sont aussi bien la nutrition réductionniste, c'est-à-dire qui vient à ne pas considérer l'impact de la matrice alimentaire et des interactions entre les différents nutriments au sein des aliments, ainsi que l'ultra-transformation des aliments. Autant dire que d'un point de vue purement nutritionnel, sans doute que ces deux assiettes ici et celle-ci, ça représente exactement pareil. Pour autant, prenant en compte l'interaction entre les différents nutriments au sein des aliments ainsi que la matrice alimentaire, outre le fait que celles-ci sont vachement plus instagrammables, celles-ci en alimentation classique avec de la viande ici, celles-ci en alimentation végétarienne, elles n'auront également pas du tout le même impact sur votre organisme. Et ça me semble quelque chose d'intéressant à garder en tête. Enfin, concernant donc maintenant les limites au développement de notre secteur, je repasserai bientôt la main à mon camarade, mais je souhaitais quand même terminer sur l'aspect réglementaire, puisqu'encore une fois, étant novel food, la réglementation est particulièrement complexe et longue pour l'autorisation de mise sur le marché déjà des insectes et ensuite des produits alimentaires. Vous avez pu voir ici à travers l'abattage, la transformation, etc. Tout est vraiment réglementé, chronométré, millimétré. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi avec ces insectes et vous les proposer n'importe comment. Un simple dossier ici d'autorisation de mise sur le marché tel que l'a fait Agronutrice en 2018, il faut compter au minimum 18 mois. Alors ici c'est 17 mois parce que ça concerne juste ça, mais sinon c'est au minimum 18 mois. Agronutrice, il aura fallu 3 ans et demi. C'est ça, donc c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, 13 autres dossiers sont en cours d'évaluation par l'EFSA, et notamment parmi eux donc les larves de mouches soldat noires telles que présentées tout à l'heure par nos confrères, et également les poupées d'abeilles européennes. Okay. Nous allons donc maintenant nous intéresser, faire un zoom sur l'aspect alimentation humaine et acceptation de l'insecte dans notre alimentation. Dans un premier temps, je voulais revenir sur la notion de néophobie alimentaire qui est peut-être pas commune pour tout le monde. La néophobie alimentaire peut être définie comme la peur de manger des aliments nouveaux. En fait, cela résulte du fait que l'homme fait face à un dilemme dû à son statut d'omnivore. Il doit, pour des raisons biologiques, diversifier son alimentation afin d'avoir l'intégralité des nutriments indispensables à sa survie. En revanche, les aliments inconnus peuvent être potentiellement dangereux, ce qui est donc un phénomène assez intéressant à prendre en compte quand on étudie les insectes. Je voulais revenir sur une phrase qui date de Fischler en 1994 qui disait que cette angoisse est à la fois rationnelle et le résultat de représentations symboliques. Il définit la notion de pensée magique qui conduit le mangeur à imaginer qu'il s'approprie les qualités symboliques des aliments selon le principe on est ce que l'on mange. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de se transformer en insecte. La néophobie alimentaire liée aux insectes est particulièrement présente dans notre culture occidentale. Il est important d'avoir conscience qu'il y a déjà actuellement 2,8 milliards d'habitants sur Terre qui consomment des insectes régulièrement. Cela s'explique dans notre culture du fait d'une forme primitive de l'alimentation à base d'insectes. La récolte des insectes est associée à l'ère du chasseur-cueilleur, ce qui peut poser problème dans la mentalité de certaines personnes d'une forme de rejet et de renoncer à leur propre confort. Il peut aussi y avoir une perception négative liée à l'apparition de l'agriculture et à nos modes de vie plus sédentaires, où les insectes sont de plus en plus reconnus comme des nuisibles.
ce qui ne donne pas forcément envie de les consommer. En revanche, depuis 1990, les scientifiques se questionnent sur ce domaine-là et poussent à l'évolution dans le sens où il serait pertinent de l'intégrer dans notre alimentation. Et on voit que depuis cette période-là, il y a quand même beaucoup de changements qui ont eu lieu, ce qui est plutôt encourageant pour la suite. Je voulais vous proposer ce graphique pour vous expliquer la notion d'innovation de discontinuité. Pour faire simple, ce type d'innovation est quelque chose qui serait intégré dans notre mode de vie de radicalement différent. Si ce graphique donc est absolument pas basé sur des données de la data, c'est uniquement un graphique que j'ai fait pour vous expliquer ce dont je souhaite vous amener. Vous pouvez voir donc en ordonnée la notion d'acceptation produit et en abscisse le degré de transformation de l'innovation. On peut voir que lorsque les produits sont assez peu transformés et que l'insecte peut être encore visible, par exemple si on considère un steak haché, une forme de steak haché ou une boulette, alors le traitement par le consommateur de ce produit-là va être très analytique. On va chercher à observer de quoi il est constitué, les petits fragments, et il peut y avoir donc une forme de dégoût et de refus de consommation de ce produit-là. A l'inverse, plus le produit va être transformé, plus il va être similaire avec des produits que l'on connaît déjà. Et à ce moment-là, nous allons avoir un traitement plus holistique, c'est-à-dire plus global, sans s'arrêter sur des caractéristiques très spécifiques. Et alors, la description va se baser sur des descripteurs sensoriels, ce qui signifie qu'on a réussi déjà à faire consommer ce produit-là aux personnes. En ce qui concerne la néophobie alimentaire, il y a 3 raisons principales qui ont été identifiées. C'est la perception du danger, l'aversion et le dégoût. Mais il y a des solutions pour chacune de ces 3 qu'on peut rencontrer. En ce qui concerne la perception du danger, l'un des meilleurs moyens de passer au-delà de ce problème est la communication. En expliquant justement comment le fonctionnement de l'élevage, l'intérêt nutritionnel, l'intérêt environnemental, les conditions d'abattage, etc. Afin d'être transparent avec les consommateurs et d'assurer plus de confiance. En ce qui concerne l'aversion, l'un des meilleurs moyens de s'affranchir de ces problèmes-là, c'est de créer des produits qui ressemblent à ce que l'on connaît déjà dans notre alimentation. C'est-à-dire par exemple des steaks ou des choses comme ça qu'on a déjà l'habitude de consommer, afin de passer au-delà de l'aspect visuel, et également de se rapprocher des saveurs des produits qu'on connaît déjà pour avoir une transition douce et intégrer les produits à base d'insectes dans notre alimentation. En ce qui concerne le dégoût, on se rapproche de l'aversion. Ici, l'intérêt serait simplement en fait, de broyer l'insecte ou de le proposer sur des formes où on ne puisse pas en fait, le reconnaître directement. Je voulais également vous parler de la notion de communication en passant par le marketing. C'est une thématique avec Florent forcément qui nous touche dans notre développement de projet entrepreneurial. Et une étude qui m'a particulièrement intéressé qui démontre l'imagerie mentale qu'on peut avoir de certains produits. Il a été placé devant des potentiels consommateurs de barquettes avec des produits identiques mais un packaging différent sur lequel était représenté un grillon schématiquement et un autre où il n'était pas représenté d'insectes mais était juste mentionné farine d'insectes. Et même s'il n'y avait aucune différence entre ces 2 produits-là, l'imagerie mentale négative associée à l'insecte faisait que les gens préféraient choisir le packaging, les produits où il n'y avait pas cette représentation d'insectes. Ce qui veut dire que le travail sur la communication et la méfiance que les potentiels industriels un jour vont avoir à se méfier de leurs moyens de communication. Il y a également forcément des caractéristiques organoleptiques à prendre en compte. Une autre étude était basée sur la pâte à crêpes où il était intégré respectivement 10, 20 et 30% de farine d'insectes. Et l'augmentation de cette teneur en farine d'insectes engendrait une diminution des notes globales des caractéristiques du produit, qui signifie qu'en plus de l'aspect visuel, forcément, il y a un aspect organoleptique à prendre en compte. Si on veut avoir une montée industrielle performante, il faut que les consommateurs apprécient les produits, soient capables et aient envie d'en racheter. Néanmoins, les insectes restent une source d'innovation et d'espoir dans l'alimentation. Une méta-analyse a été faite en 2016 qui répertorie les descripteurs sensoriels qui ont été utilisés pour caractériser les saveurs de différents insectes. Et il y a des saveurs assez intéressantes qui ressortent comme un goût noiseté, un goût de pain complet, de poitrine roulée, de poisson, de champignons, de pommes, de pain, maïs, de hareng. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un champ d'innovation et un champ de possibles assez important peut être vraiment intéressant d'exploiter pour les années à venir afin de proposer des produits qui soient organoleptiquement viables. Pour terminer sur cette partie-là, je voulais revenir sur une enquête qui a été faite en Belgique par l'entreprise Cricket que Florent vous a évoqué tout à l'heure, qui dit que les Belges
s'estiment prêts à consommer des insectes, mais ne préfèrent ne pas les voir. Là, on vient juste asseoir ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais c'est que voilà, déjà en 2021, des études ont été faites qui attestent que voilà, on est dans une démarche où les gens deviennent enclins à tester ce produit. Et arrivant sur la fin de cette présentation, quasiment, commence à se poser une question, et si vous en consommiez déjà puisqu'effectivement, être amené à en consommer, c'est une chose, mais déjà en consommer, c'en est une autre. Et il a été estimé par l'ANSES en 2015 que simplement par l'ingestion de nos aliments de tous les jours, nous mangeons involontairement entre 500 grammes et 1 kg d'insectes par an. Le fait est qu'à l'échelle internationale, le code alimentaire est régi encore un petit peu plus haut par donc, le Codex Alimentarius, donc une petite définition ici par la FAO. Mais l'idée importante ici est que ce Codex Alimentarius autorise au maximum 0,1% de fragments d'insectes par masse d'échantillons. Évidemment, vous pouvez vous douter que la plupart de ces échantillons se trouvent notamment dans tout ce qui sera à base de farine ou autre, puisque au même titre que vous pouvez parfois retrouver dans vos produits des petits gravillons, des petites choses, il est simplement purement et simplement impossible de retirer le moindre petit insecte de tout ce qui sera processé par la suite. Au même titre, qui n'a jamais rencontré une petite coccinelle ou un petit quelque chose dans sa salade un midi? Bon, eh bien, ce sont des choses qui arrivent, sauf que parfois, vous ne le voyez pas. Et oui. Et enfin, encore un peu plus... Parce que le but du jeu n'est pas que vous arrêtez de consommer de la salade, évidemment. Donc, partons sur quelque chose qui, de base, vous fait un peu plus envie. Le M&M's. Et oui, le fameux E120, le petit colorant rouge, couramment appelé rouge carmin, c'est séduisant. Acide carminique, un peu moins. Rouge cochenille, bon, là, c'est vraiment plus du tout appétant. Et pourtant, c'est la même chose. Et donc, c'est un pigment issu de la cochenille. Ça porte assez bien son nom. C'est une toute petite bête de pas grand-chose, mais qui produit ce colorant rouge. Et donc, ce colorant a été étudié. Et de là, un seuil de consommation maximale a été établi à 2,5 mg d'acide carminique par kilo de poids de corps par jour. Bon, vous avez de la chance, vous pouvez manger une sacrée quantité de M&M's quand même. Mais dans l'idée, c'est des choses qui au final existent déjà dans votre alimentation, sont déjà normées, réglementées depuis longtemps, mais dont simplement vous n'avez pas conscience, puisque forcément, si on vous mettait cochenille sur les emballages, ça ferait peut-être différent que E120. E120, un E parmi tant d'autres. Bon, maintenant que nous avons un peu présenté toute cette thématique de l'alimentation humaine à base d'insectes, nous allons vous présenter ce que l'on fait dans notre projet entrepreneurial, ensemble. Nous avons donc développé le projet que l'on a nommé actuellement Horizon SSE, qui a pour objectif donc de développer une gamme alimentaire à base d'insectes. C'est un projet qu'on a eu en 2021, qui est parti en fait de constats simples. Dans un premier temps, les évolutions de croissance démographique, où on peut voir que d'ici 2050, l'ONU estime que nous serons 9,7 milliards d'habitants sur Terre. Également, en termes de pollution atmosphérique, il faut avoir conscience qu'en France, environ 20% des gaz à effet de serre sont issus de l'agriculture. Et plus personnellement, Florent et moi-même sommes passionnés par ce qui concerne l'alimentation. Nous sommes tous les deux anciens sportifs de haut niveau. C'est des thématiques sur lesquelles nous sommes particulièrement à cheval. Mais nous sommes également intéressés par toutes les thématiques de santé humaine comme la sarcopénie et l'obésité. Et riches de ces constats, nous nous sommes dit comment nous pouvons agir, répondre aux problématiques que l'on a ciblées, tout en faisant quelque chose qui nous plaît. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée donc de travailler sur les insectes et de développer une gamme alimentaire. Nous avons eu de la chance, entre guillemets, mais il faut savoir aussi saisir cette chance. Et je m'adresse là particulièrement aux étudiants qui sont présents dans la salle. Avec Florent, nous avons pu développer notre projet entrepreneurial dans un premier temps lors du module entrepreneurial qui est proposé par VetaGrosSup, où nous avons donc remporté le prix d'entreprise innovante qui nous a simplement motivés pour aller plus loin dans cette démarche. Nous avons par la suite obtenu le statut national d'étudiant entrepreneur en juin 2021. Et depuis, donc, l'organisme Pépite, qui est le responsable de l'entrepreneuriat dans le département, nous accompagne pour développer notre projet et nous permet donc d'avoir la chance de bénéficier de ce statut qui nous permet d'avoir pas mal d'aménagements au cours de notre cursus. Où en sommes-nous aujourd'hui dans notre projet? Nous avons eu la chance d'y travailler dessus depuis septembre à travers des projets de groupe, notamment le projet commun ingénieur qui est une étape de notre troisième année à VetaGrosSup.
au cours de laquelle nous avons travaillé particulièrement sur le sourcing, puisqu'on avait la volonté de développer un projet qui soit respectueux de l'environnement. Or, quand notre matière première vient du nord de l'Europe et qu'on ne comprend pas trop comment ça a été fait, ou alors complètement de Thaïlande, ça pose problème. Donc on a vraiment remis en question toute cette démarche, et on est notamment heureux aujourd'hui de travailler avec Inverse, qui est présent ici aussi, et également avec Sabaro, qui est une entreprise qui se situe au Puy-en-Velay, qui nous fournit donc en matière végétale, ce qui signifie qu'en ce qui concerne notre matière première, nous avons réussi à avoir un sourcing 100% auvergnat, chose dont nous sommes assez heureux, puisque ça rentre dans nos valeurs. En termes de segments si potentiels, donc les marchés que nous visons, nous avons décidé de nous éloigner de tout ce qui est restauration collective, tout ce qui est grande et moyenne surface, du moins dans un premier temps, afin de nous éviter de nous heurter aux problèmes de néophobie alimentaire dont on a parlé tout à l'heure, ce qui nous demanderait d'avoir des leviers de communication particulièrement importants. Or, en tant que start-up, on n'a pas du tout les moyens d'utiliser ce type de levier. Nous avons donc pour stratégie de faire démocratiser nos produits à travers la restauration collective. Nous avons notamment ciblé différents secteurs comme les structures médicales, les hôpitaux ou les EHPAD, qui sont des secteurs qui ont besoin de protéines, qui ont des marchés très particuliers et qui ont pourtant des patients et des résidents qui ont besoin de protéines et qui ont besoin également d'avoir des produits qui soient assez peu coûteux. Donc c'est un type de structure qui peut nous intéresser. Nous avons également pensé à tout ce qui est système d'éducation, donc les universités, les collèges et les écoles, par exemple en passant par le Crous ou même le Self avec AgroSup ici, afin de faire démocratiser ce type de produit-là auprès d'une population plutôt jeune et qui va être enclin par la suite à acheter ce type de produit. De la même manière, tout autre système de restauration hors domicile, comme les cuisines centrales ou les restaurants d'entreprise, peuvent être intéressants. En ce qui concerne nos produits, donc nous avons développé 4 recettes que nous avons nommées les Insectables. Elles sont globalement à base de légumineuses, d'insectes et d'épices, ou de champignons pour l'une d'entre elles. Lors de la dégustation, tout à l'heure, vous aurez la chance de déguster 2 de nos recettes. Une à base de pois chiches, d'insectes et de cumin, et l'autre à base de girofle, d'insectes et de quelques épices. Oui, voilà. Et en ce qui concerne les points forts de notre recette, aujourd'hui on a réussi à avoir un niveau de protéines suffisamment élevé dans la matrice de nos aliments, ce qui veut dire que peuvent être la source principale de protéines de votre déjeuner, en substitut à un morceau de viande, des œufs, ce que actuellement. C'est également un produit qui est idéal pour accompagner par exemple une salade composée ou ce type de produit-là. C'est facile à préparer. Nous, on les prépare en fait en amont. Vous avez juste à les faire réchauffer environ 170 degrés pendant 12 minutes au four ou quelques minutes à la poêle. Elles sont prêtes à être dégustées. Et nous sommes heureux au travers d'annoncer qu'aujourd'hui, on a réussi à travailler sur l'aspect texture de nos produits au long de notre projet commun. Et si vous ne nous croyez pas sur l'aspect goûteux des produits, vous aurez tout le loisir d'en déguster juste après la conférence. À ce sujet-là, j'aimerais faire mettre en avant des points de vigilance. Si certaines personnes sont allergiques aux acariens ou aux crevettes, par exemple, tout ce qui est de la famille, enfin, en général, et dont la famille des arthropodes, dont fait partie des insectes, vous pouvez avoir de potentielles liaisons et tomber également allergique de ce type de risque. Aujourd'hui, c'est vraiment une conférence pour découvrir et pas pour avoir des problèmes. De la même manière, nous ne pensions pas que nous serions autant. Donc on a essayé tout à l'heure de vous faire le maximum de boulettes qu'on pouvait. Il devrait y en avoir au moins une par personne. Mais bon, on doit en avoir 112 tout compris. Ainsi pour les étudiants qui seraient frustrés ou qui prennent la décision de ne pas en goûter pour en laisser pour les professionnels qui sont présents ici, nous prendrons avec Florent en charge et nous referons des dégustations dans le Self de AgroSup. Comme ça tout le monde pourra tester tôt ou tard. En termes de conclusion et de perspectives d'avenir en ce qui concerne notre projet, aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir identifié nos partenaires et fournisseurs. C'est vraiment un point qui nous tenait à cœur, qui nous permet d'avoir une démarche environnementale et responsable de A à Z. Nous avons obtenu des recettes techniques et organoleptiquement abouties. J'espère à ce sujet que les boulettes qu'on a laissées tout à l'heure au Self ne vont pas être trop déshydratées parce qu'on les tient au chaud. Une texture assez sympa, donc bon, veuillez nous excuser par avance s'il y a des petits désagréments. Nous avons également développé des produits sains et éthiques et à haute valeur ajoutée pour la santé. Et en termes de perspective, nous allons mener une étude de marché un peu plus approfondie afin de savoir si réellement il y a un marché pour ce type de produit-là et si le marché que l'on cible, c'est-à-dire la restauration collective, est le bon.
Et en termes de perspective à plus court terme, nous allons présenter nos produits au concours Pépites d'ici 2 semaines. Et nous l'espérons si nous sommes qualifiés au Pépites France du coup, au niveau national en juin prochain. Ouais, là c'est un tout petit point bibliographie. Hein. De toute façon, vous aurez sans doute le support, donc vous pourrez occuper vos soirées à lire un petit peu si ça vous intéresse. Et j'aurais juste souhaité terminer sur un petit point intéressant, enfin qui me semble intéressant, au sens où donc effectivement début janvier dernier ont été autorisés sur le marché de nouveaux insectes avec de nouvelles formes d'insectes. Et depuis, j'ai pu lire, voir, entendre de nombreuses choses. Parfois de nombreuses grossièretés, direz-vous. J'ai également été questionné à nombreuses reprises sur un certain nombre de choses. Et donc j'ai souhaité revenir sur quelque chose que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui n'est autre que la loi de Brandolini, ou principe d'asymétrie des baratins. Donc il y a une définition un peu plus précise en dessous ici. Je préfère la façon qui dit que quand vous avez un temps égal pour une personne qui dit quelque chose d'inexact et quelque chose qui essaie de démontrer en quoi c'est inexact, eh bien la personne qui essaie de démontrer en quoi c'est inexact perd toujours. Autrement dit, la recherche de vérité, d'information ou autre est forcément quelque chose qui prend du temps, nécessite de l'énergie, un peu de patience, etc. Mais la vérité a-t-elle un prix ? Donc, je vous ai fait ressortir ici quelques grands titres. Ici, bon, j'ai fouté cette partie parce que nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais c'est quand même monté sur les réseaux sociaux par un sénateur qui a interpellé le gouvernement à ce sujet, etc. Donc, c'est quand même l'insecte a quand même fait couler beaucoup d'encre, et ça juste depuis le mois de janvier. J'aurais donc souhaité terminer sur ce petit point pour vous demander à vous, à l'issue de toutes ces présentations, tout simplement, qu'en pensez-vous ? Et je profiterai de ça pour laisser la parole à nos camarades qui gèrent donc le débat par la suite et vous remercier pour votre temps, votre attention et votre écoute. Merci. Du coup, premièrement, un grand merci à nos 2 étudiants qui, pour cette dernière présentation, mettent en lien l'alimentation humaine et le thème de l'insecte. On remercie du coup la totalité aussi de nos intervenants, donc Ludovic Tournier ainsi que Sébastien Collin, donc pas là ce soir avec nous malheureusement. Je vous invite maintenant à passer à la deuxième partie de cette conférence, ce qui est un débat où le but c'est de vous donner la parole et ce serait plutôt un libre échange. Que ce soit à nos intervenants avec nous. Bonsoir. Moi j'avais 2 questions. Donc j'ai une question sur les matières que vous allez utiliser en fait pour les verres, les coproduits. Vous avez dit que c'était sur les fermes que c'était produit. En fait, si c'est des déchets de meunerie ou tout ça, d'après ce que j'ai compris, voilà. Je voulais juste savoir comment fonctionnait le circuit. Ça c'est pour vous. Et pour les 2, en fait, c'est les protéines. Vous avez parlé de protéines équilibrées. Et d'après le profil qu'on a vu apparaître tout à l'heure, ça n'avait pas l'air tellement équilibré. Donc voilà, j'aimerais avoir un peu plus de précision sur ces aspects-là. Alors sur le son de blé, donc c'est du son de blé qui est utilisé majoritairement pour l'alimentation animale. C'est pas les agriculteurs qui l'utilisent en direct sur leur ferme. On travaille nous à l'échelle de la filière, c'est-à-dire qu'il y a dans la plaine de la Limagne des moulins qui produisent de la farine blanche et on récupère ce son de blé à l'échelle régionale pour ensuite le redistribuer aux agriculteurs. Il y avait une question sur le profil nutritionnel. Sur le profil nutritionnel, je commence à répondre. Vous l'avez noté en début de présentation de Florent. Et Florent, il y avait une forte diversité des profils nutritionnels, même intra-spécifiques. Donc après, nous, c'est le profil nutritionnel qu'on a eu sur notre analyse nutritionnelle. Et je pense qu'il y a plusieurs profils qui peuvent être étudiés, qui sont relativement divergents. Et effectivement, je pourrais peut-être brancher mon ordinateur tout à l'heure pour vous dresser un profil nutritionnel un peu plus particulier de ce que nous faisons. Là, nous, dans le cas de nos produits, ce qui fait notamment la force de nos produits, c'est que nous mêlons une diversité de sources de protéines, que ce soit aussi bien par l'insecte que par les légumineuses que nous intégrons, etc. Nous avons essayé de réfléchir et de sélectionner un peu chacun de nos ingrédients de façon à obtenir le profil le plus complet avec la digestibilité la plus optimale, également via le biais de nos process de transformation.
Mais nous avons également travaillé l'année dernière sur un projet sur cette thématique qui reprenait globalement le profil en acides aminés des principaux insectes utilisés, ainsi que leur digestibilité, en les comparant aux viandes principalement consommées ici. Et nous avions pu constater que, de manière générale, l'insecte était au-dessus, notamment par le fait que nous travaillons sur de l'animal déshydraté, qui vient donc concentrer ces diverses protéines. Les profils nutritionnels que vous avez pu voir tout à l'heure étaient peut-être sur des insectes vifs, donc qui contiennent encore de l'eau, etc., auquel cas c'est globalement semblable à la viande actuellement utilisée, mais dans la mesure où nous les travaillons déshydratés ou par le biais de la cuisson, nous retirons de l'eau de nos produits, nous venons concentrer et renforcer l'intérêt protéique des insectes. C'est sur lesquels on a acide aminé en fait. Ouais. Et effectivement, je vais essayer de brancher mon ordinateur d'ici là pour vous montrer ce que nous avions la dernière fois. Je vous dis ça parce qu'en fait, comme c'est un produit qu'on ne connaît pas, c'est novel food justement, et du coup c'est vrai que c'est important d'avoir un profil, on n'a pas de repère en tant que consommateur, donc d'avoir quelque chose de bien équilibré, ça serait important, quoi. Pareil sur les oméga 6, si j'ai bien compris, il y a beaucoup plus d'oméga 6 que le reste. D'oméga 6, on en mange trop aujourd'hui, donc c'est pareil là. Le ratio par rapport au ratio oméga 6, oméga 3, il faudrait consommer moins d'oméga 6, aujourd'hui plus d'oméga 3. Donc voilà, c'est pas forcément un argument en fait à mettre trop en avant les oméga 6. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir une vue d'ensemble un peu sur les profils aminés que nous avions essayé de dresser il y a quasiment un an déjà dessus. Sur le tableau de gauche sont présentés donc les 9 acides aminés essentiels. En fait, nous avons essentiellement focus sur les acides aminés essentiels, étant donné que les autres, nous sommes en mesure de les synthétiser. Donc c'était les acides aminés essentiels qui nous semblaient les plus intéressants à traiter ici. Et en reprenant ces 9, notamment quand même les plus importants, les BCA, notamment pour les sportifs. Ici, nous avons pu constater qu'aussi bien leucine, isoleucine, valine, nous avons quand même un net avantage avec le Tenebrio molitor. Avantage qui se visualise encore plus facilement avec le criquet, mais que nous avons décidé de ne pas utiliser. Nous avons décidé de focus sur le Tenebrio molitor au vu de son profil également en acide gras. Moi j'avais une question sur l'élevage d'insectes. Quelles sont les grosses contraintes? Pourquoi ça ne se fait pas plus aujourd'hui? Parce que justement, vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas besoin de temps de surface, que c'est une activité qui est assez lucrative. Merci pour cette question. Alors je pense qu'un des freins majeurs, ça va être la manutention. Ça va dépendre de ce que vous voulez comme rentabilité de l'élevage et aussi sa destination. Mais en tout cas, nous, le gros frein qu'on a eu pour passer à une production, on va dire, significative pour être utilisée sur l'alimentation animale, c'est la manutention. C'est donc des investissements un petit peu plus conséquents pour automatiser la production. Mais voilà. Et donc, essayer de développer des process qui limitent le travail de l'agriculteur. Aujourd'hui, on est sur c'est un atelier de 900 mètres carrés, c'est 25 heures de temps travaillé pour un agriculteur par semaine, donc c'est pas négligeable, et on a enlevé toute la partie manutention de ce travail. Alors, moi justement, c'est une question qui est sur la production d'insectes, là encore, et qui s'adresserait peut-être un peu plus au Florent, désolé. Justement, il y a pas mal d'études sur la culture d'insectes. Et justement, l'étude la plus récente que j'ai lue, elle montrait que dans un peu plus de 80% des élevages qui avaient été examinés, eh bien justement, il y avait des parasitages, en sachant que justement c'était des élevages d'insectes pour la consommation humaine. Et du coup, est-ce que par rapport à ça, vous auriez des adaptations à proposer ou des solutions ou quelque chose en tout cas pour rassurer justement les consommateurs? Alors bien sûr, évidemment, comme tout être vivant, l'insecte tel qu'il soit, et notamment dans le milieu de l'élevage, est soumis à la pression
du parasite, la pression virale, etc. Et c'est pour ça que dans les process tels qu'écrits dans la réglementation concernant l'alimentation humaine à base d'insectes, tous les insectes utilisés pour l'alimentation humaine se doivent à un moment donné, que ce soit par la mise à mort ou juste l'après-mise à mort, passer par le fait d'être ébouillanté. Je n'ai pas l'adverbe concernant cela, mais par le fait d'être ébouillanté. Ce phénomène doit durer entre au minimum 2 à 10 minutes en fonction des types d'insectes, justement de façon à, si je peux dire, aseptiser au mieux donc, tous ces micro-organismes. Et sachant qu'avant leur mise à mort, chaque insecte est soumis à un jeûne d'au minimum 24 heures de façon à déjà purifier le système digestif de ces insectes. Donc de 24 à 48 heures, encore une fois, en fonction des insectes utilisés. Donc entre la purification par le jeûne, plus après le fait d'être ébouillanté, l'EFSA a fini par conclure que nous étions sur une innocuité bactérienne, virale, parasitaire de manière générale des insectes envers l'alimentation humaine. Moi, ça serait à propos, j'ai entendu que le bien-être du coup des insectes a été abordé rapidement quelques fois. Et à première vue, pour moi, c'était pas forcément quelque chose que j'alliais à l'élevage d'insectes. Je n'y pensais pas. Et du coup, pourquoi les insectes auraient besoin de bien-être dans leur élevage et à quel, parce qu'on n'y pense pas forcément, quoi. Et à quel point aujourd'hui, sur quel point on a ce bien-être animal. Alors, c'est des thématiques qui sont de toute façon, on va dire, travailler sur tous les élevages, quel que soit l'élevage aujourd'hui, il y a des notions de bien-être animal qui sont nécessaires. Au niveau de l'interprofession européenne, justement, on essaye d'établir des standards en fonction des élevages d'insectes pour arriver à des critères de, on va dire, notation du bien-être dans les élevages. Et par exemple, sur le ver de farine, le bien-être, ça va être peut-être sur des densités raisonnables dans les bacs, correspondent à peu près à une densité de population normale de vers de farine dans le bac, d'avoir des conditions optimales de production, et également par rapport à l'abattage, qu'il soit abattu relativement rapidement. Voilà. On sait que de toute façon, c'est des thématiques qui vont assez rapidement arriver sur le devant de la scène, comme c'est arrivé sur les autres productions animales, qui est aussi normal en tout cas d'avoir des arguments pour montrer que l'élevage est quand même relativement bien géré et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ouais, c'est en cours. Il y a beaucoup d'études qui sont justement sur la sensibilité à la souffrance si l'insecte a les terminaisons nerveuses et la correspondance avec un flux correspondant à de la souffrance. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées. On sait que l'insecte réagit à tel ou tel, on va dire, stress, stimuli. Par contre, après, derrière, est-ce que c'est associé à, oui, du mal-être ou pas, quoi. Ça, c'est des choses qui sont encore pas connues, en tout cas. Pas pour moi. Bonsoir. J'ai une question. Vous avez parlé au début de votre présentation donc, du fait que les grillons pouvaient comporter en cannibales s'ils n'étaient pas assez nourris. Puis après, plus tard, vous avez parlé de synchronisation et du fait que donc, si on faisait en sorte qu'on renouvelait de manière régulière donc, une sorte de génération d'insectes, on évitait du cannibalisme et j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Comment ça se fait C'est comme les poules. C'était le premier intervenant, je crois, qui a parlé du cannibalisme. Alors nous, sur le ver de farine, on a aussi du cannibalisme. Il y a de la prédation des adultes sur leurs œufs, sur les petites larves. Donc le but, c'est de les laisser le moins de temps possible en contact avec leur progéniture. Donc c'est pour ça qu'on les tamise relativement rapidement. Mais ça ne serait pas dû à une surconcentration Une surdensité ou alors des mauvaises conditions, tout à fait. Enfin, l'insecte, on sait qu'il va chercher surtout de l'humidité et des protéines dans les œufs qu'il consomme. Donc il faut lui apporter aussi ces éléments-là dans son régime alimentaire. Non, juste pour terminer là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un élevage concentrationnaire en fait par rapport aux insectes?
les risques, en fait. Les risques, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de deux types d'espèces. Les grégaires, non, c'est les premiers intervenants, les grégaires, et puis les autres qui sont plutôt à vivre tout seuls, en fait, dans la nature. Donc, on sait que pour les cochons, il y a des problèmes sanitaires avec la concentration. Ce serait quoi sur les élevages d'insectes? C'est où les limites? C'est où les difficultés? Et peut-être, là, vous avez un système réparti dans l'espace avec pas mal de producteurs qui vont être impliqués. Mais si on fait une grosse usine, je pense qu'aux Pays-Bas, c'est plutôt des grosses usines avec toutes mécanisées, enfin voilà, pas du tout la même échelle. Où est-ce qu'on peut avoir des problèmes pour l'environnement? Pour les insectes, plus j'ai envie de dire que plus la taille de l'élevage va être importante, plus on risque d'avoir des soucis au niveau pathogène, au niveau même rejet dans l'environnement de flux divers. Même l'utilisation des coproduits de l'élevage, par exemple du FRAS, quand vous avez une usine de 10 hectares, le flux il est plus compliqué à gérer que sur des bâtiments de 900 mètres carrés. L'insecte qu'on utilise et qui est autorisé en tout cas est endémique de la région, donc il n'y a pas de souci s'il est rejeté dans l'environnement. L'insecte peut aller, le ver de farine il est présent dans nos régions naturellement, on va dire, donc c'est pas grave s'il s'échappe, on va dire, de l'élevage. Après, un élevage concentrationnaire, je dirais oui, c'est des choses qui sont aujourd'hui pas encore cadrées, réglementées. Nous, on sait qu'on a une densité par bac qui est donnée pour avoir une croissance optimale et qui correspond normalement aux conditions de l'insecte optimal. Voilà. On est parti aussi sur des bâtiments à taille humaine. Là, oui, on pense qu'une usine de 10 hectares est plus compliquée à gérer au niveau bien-être, au niveau suivi de l'élevage aussi. Trop nouveau, en fait. C'est trop nouveau pour avoir des données là-dessus. On a des données, nous, en interne, de stress, de conditions climatiques qui sont bonnes pour l'élevage. Après, de toute façon, vous allez impacter les rendements aussi si elles ne sont pas dans les bonnes conditions d'élevage. Dans n'importe quel élevage, je pense que la santé de l'insecte et son bien-être correspondent à peu près à son meilleur développement en termes de poids, de qualité aussi. Je me posais la question si le type d'alimentation avait un goût et avait un impact sur le goût des insectes et sur les valeurs nutritionnelles. C'est rigolo la question que tu poses, c'était mon sujet de stage quand j'étais à l'étranger. Alors, il s'avère que j'ai pas eu les résultats, parce que c'était trop long, les analyses physico-chimiques au laboratoire. Le fait est que c'est en fait un sujet qui est étudié. L'intérêt, plus que organoleptique, il est nutritionnel, c'est de savoir si on va avoir une influence avec les intrants, donc l'alimentation qu'on va donner aux insectes, sur leurs caractéristiques et leur composition. Il y a un lien certain avec leur développement, c'est-à-dire que selon l'alimentation qu'on leur donne, ils vont pouvoir grandir et se développer plus ou moins rapidement. Sur leur composition nutritionnelle, je pourrais t'en dire plus peut-être d'ici quelques mois quand les résultats sont publics. Mais là actuellement, c'est vrai que c'est encore tôt pour le dire. Du moins, il n'y a pas d'études spécifiques que j'ai pu observer sur ce sujet. C'est une très bonne question et c'est étudié. Si on veut monter un bâtiment pour l'élevage d'insectes, par exemple en complément en exploitation en grande culture, quel est le montant moyen de l'investissement ? Alors, pour vous donner à titre d'exemple, un bâtiment comme ça, 900 mètres carrés, bâtiment plus process prêt à produire, on est autour de 900 000 euros aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Après, si on rentre dans les chiffres, voilà, la rentabilité est là dès la première année. Mais voilà, c'est un budget qui est conséquent, c'est sûr. Donc après, on travaille aussi sur de la réhabilitation de bâtiments. Et avec un chiffre d'affaires combien? Alors, en termes de chiffre d'affaires, je ne l'aurai pas, mais je peux vous donner... En gros, la rémunération de l'agriculteur, on est à 35 000 euros net, c'est-à-dire amortissement bâtiment déduit par an. Sur un 25 heures travaillées. Des maraîchers qui sont lancés là-dedans? Non, là on a 3 exploitations en grande culture pour l'instant. Ouais. Ou alors c'est vraiment voilà, de l'installation d'un jeune où la surface en foncière ne permet pas de dégager de revenus. Et aujourd'hui avec les contraintes en foncier qu'on a notamment sur la Limagne,
retrouver soit du hors-sol, soit des diversifications un peu autres que de la grande culture. On est désolé, mais on est un petit peu contraint par le temps. Du coup, on va mettre fin à ce débat un peu formel en amphi. Par contre, on va vous inviter gentiment quand même à aller au buffet qui se situe en bas à la salle d'accueil de Dartfou. Donc de remonter en haut de l'amphi et de descendre les escaliers où vous attendre le buffet. Et vous aurez du coup la possibilité de continuer éventuellement vos échanges et de poser vos questions avec nos intervenants. Merci beaucoup.